Non, je ne pense pas que je le ferai, ai-je dit. Elle m'a regardé étrangement. Que veux-tu dire? Eh bien, tu as mentionné que je serais là quand tu rentrerais et tu me raconterais tout, ai-je dit. Je ne serai pas là, donc raconter ne servira à rien. Où seras-tu? Demanda-t-elle. Ailleurs, ai-je dit. Elle a fait la moue. Que veux-tu dire par ailleurs? Ce n'est pas ton affaire, ai-je dit. Tu agis comme un enfant, m'a-t-elle informé. Grandi. Nous sommes au XXIe siècle. Les choses ont changé. Je ne doute pas que tu aies changé, ai-je convenu. Moi, je n'ai pas changé. Bon, j'ai quelques poils gris dans ma barbe, mais c'est toujours moi. Toi, en revanche, tu sembles avoir beaucoup changé. Ce n'est pas un bon changement. Très peu attrayant. Elle baissa les yeux sur elle-même. Physiquement, elle ne semblait pas avoir changé. Elle était toujours très attirante. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Eh bien, il y a quelque chose comme le fait que je vais rencontrer quelqu'un pour dîner. Tu m'as informé que c'était un homme et tu as refusé de me donner son nom. Ça me semble être un changement. Oh. Eh bien, ce n'est rien, dit-elle. Je t'ai dit que je t'aime plus que jamais. Tout cela n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Je vois. Eh bien, je ne peux pas en dire autant, lui dis-je. Explique cela. Il y a 1 heure, je t'aimais plus que jamais, lui dis-je. Depuis lors, ce sentiment a diminué de façon constante à chaque instant qui passe. Mes sentiments penchent maintenant plus vers le dégoût que vers l'amour. Ses traits prirent un air offensé. Je le connaissais bien. C'est très décevant, dit-elle. C'est la vie, ai-je dit. Je suis déçu tout le temps. Hier sur le terrain de golf, je m'attendais à faire un 85, mais j'ai mis 3 putts à la 11e minute et j'ai obtenu un 87. Maintenant, elle avait l'air confuse. Pourquoi parles-tu de golf? C'est un jeu très frustrant parfois, ai-je dit. Tu as mentionné la frustration. J'ai juste pensé que je devrais partager ma propre anecdote avec toi. C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Mon attitude désinvolte l'irritait, on pouvait le dire. Barnes, je pars dans 20 minutes, dit-elle. Je pense que tu dois me prendre au sérieux et essayer de comprendre. Oh, je te prends très au sérieux, ai-je dit. Mais c'est le problème, Collins. J'ai réalisé que tu n'es pas une personne très sérieuse. Son orgueil était blessé. Je soupçonnais qu'elle se considérait comme une personne très sérieuse. Elle possédait sa propre entreprise, gagnait presque autant que moi, était éduquée, indépendante et belle. La plupart des gens, j'en suis sûr, la prenaient au sérieux. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à dire ça, dit-elle. Barnes, je pars. Je sais que ça ne te plaît pas, mais tu vas voir que rien ne va changer entre nous. Je vais te rendre incroyablement heureux. C'est très égoïste de ma part, mais j'ai une justification. Je me la justifie à moi-même. Tu ne le réalises pas, mais une fois que tu le feras, tout sera pareil pour toi. Tu as tort, lui dis-je. Sur quoi ai-je tort? Demanda-t-elle. Tu te trompes en pensant que rien ne changera. Tout va changer. En fait, les choses ont déjà changé, lui dis-je. Qu'est-ce qui a changé? Se demanda-t-elle. Eh bien, tu as changé. Ton attitude envers moi a changé. Tu as construit des illusions dans ton esprit. Cela a changé. Mon attitude envers toi a changé. D'autres choses n'ont pas encore changé, mais elles changeront. Comme quoi? Demanda-t-elle. Eh bien, tout d'abord, que penses-tu que Sylvia et Beck penseront du divorce de leurs parents? Elle soupira. Mais bon sang, Barnes. De quoi parles-tu? Nous ne sommes pas en train de divorcer, et ce que nous faisons entre nous ne regarde qu'à nous. Oui, je suis d'accord. Enfin, pas pour la partie sur le non-divorce, mais pour la partie sur ce que nous faisons entre nous. Malheureusement, tu oublies que ce n'est pas ce qui se passe entre nous, mais ce qui se passe entre toi et un mec non nommé. Je vois que tu vas compliquer les choses, dit-elle. Barnes, je vais mettre cela de côté, et nous allons nous asseoir et régler ces problèmes. Non, nous ne le ferons pas, dis-je. Je pars. Je pense que c'est plus important que tout ce que tu as prévu, dit-elle. Je ne vais pas monter à bord de quelque chose que j'ai arrangé moi-même. Je pense que tu vas faire de même. Oh, je n'ai rien planifié. C'est sorti tout seul. Je viens de décider ça il y a 1 minute, dis-je. Elle semblait prête à argumenter avec moi. Collins, tu es en retard, lui dis-je. Je ne sais pas de combien, mais au moment où tu as commencé à penser que j'étais un homme qui allait tolérer tes conneries,
Au moment où tu as perdu tout respect pour moi en tant qu'homme et mari, c'était trop tard. Rien de tout cela n'est vrai, s'écria-t-elle presque. Je n'ai jamais perdu le respect pour toi. Le problème, c'est que je ne te crois pas, dis-je. Tout ce que tu as fait depuis que tu es rentré m'a convaincu que c'est vrai, et je ne peux pas être convaincu du contraire. Je m'en vais, Collins. Tu peux aussi aller à ton rendez-vous. J'en ai fini. Je fis un pas en arrière, attrapai ma veste, mon portefeuille et mes clés, me dirigeai vers la porte et commençai à sortir. Attends. Elle courut vers la porte aussi vite qu'elle put avec ses talons de 4 pouces. Elle n'arriva pas à temps. Je fermai la porte et montai dans la voiture. Au moment où elle ouvrit la porte et sortit, j'étais déjà en train de m'engager dans la rue. J'ai décidé de voir ce que Beck faisait. Elle habitait à environ 4 miles de chez nous, alors je me suis précipité chez elle. WID, Netflix and chill, répondit-elle immédiatement. Tu veux de la compagnie? Demandai-je. Elle m'envoya un cœur. Je vais préparer du popcorn. Quand j'arrivai chez elle, elle était déjà levée sur le canapé. Davy m'accueillit à la porte et faillit me renverser. Quand un chien de Bordeaux de 160 livres s'accroche à vos jambes, essayant de vous ensevelir sous les marques d'affection, cela fait une impression. Salut, mon pote. J'ai réussi à rester debout et je lui ai donné de bonnes gratouilles alors qu'il se tortillait, bavant sur mon pantalon et ronflant de plaisir. Il faut toujours environ 10 minutes pour arriver chez Beck. Au moment où je suis arrivé sur le canapé, Beck m'avait déjà versé un verre de vin et mis du popcorn dans mon assiette. J'ai siroté mon vin et les regardé. Pas un mot, dit-elle. J'aime le vin doux. Toi non. Tu es chez moi. Fais avec. J'ai ri. Et, j'ai essayé de t'éduquer correctement. Ce n'est pas de ma faute si tu as perdu ton chemin. Elle attrapa la serviette toujours présente, essuya la peluche de mes pantalons, jeta le plaid sur mes jambes et se blottit contre moi. Que fait maman? Demanda-t-elle. Eh bien, je ne suis pas sûr, répondis-je. Elle me lança un regard narquois. C'est bizarre. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe, papa? Comment ça tu n'es pas sûr? Quand je suis rentré du travail, elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous, lui expliquai-je. Quand j'ai exprimé mon désaccord, elle a dit qu'elle annulerait le rendez-vous et que nous discuterions. J'ai décidé que j'en avais assez parlé et je suis parti. Donc, je ne sais pas si elle est à un rendez-vous ou si elle est à la maison en train d'attendre pour discuter. Elle me fixa, la bouche ouverte, pendant 1 minute. Qu'est-ce qui se passe, papa? Elle chassa d'un geste mon froncement de sourcils réprobateur. Qu'est-ce que tu veux dire par rendez-vous? Beck, je suis aussi choqué que toi, crois-moi. Elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous avec un homme, mais elle n'a pas dit avec qui, et elle semblait s'attendre à ce que je dise simplement, d'accord, amuse-toi bien. Quoi? Papa, c'est une blague? Tu es sûr de ce que tu dis? J'ai une attitude positive et j'aimerais que ce soit une blague. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Exigea-t-elle. J'étais là mercredi et ni l'un ni l'autre n'avaient rien dit. Tout allait bien. Eh bien, je pensais que tout allait bien, dis-je. Je ne pouvais rien dire car je ne savais rien. Ce soir était la première fois que j'entendais parler de tout ça. Je vais l'appeler, dit-elle. J'ai entendu la conversation de côté et c'était intéressant. Beck ne disait rien d'inutile. Où es-tu, maman? Avec qui? Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu viens de me mentir. Papa est juste là. Non, c'est toi qui viens de me mentir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu viens de me mentir. Ma mère vient de me mentir. Je m'en fiche. Tu as menti. Je ne sais pas comment tu vas te rattraper. Ne joue pas avec mes sentiments. Ne m'appelle pas. Ne viens pas ici. Même si j'ai envie de te parler, je sais comment faire. Elle a mis fin à la conversation. Nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre moi. J'ai senti son petit corps chaud commencer à trembler, puis elle a enfoui son visage dans ma poitrine et a commencé à sangloter. Elle m'a menti, papa. Elle m'a dit qu'elle était avec toi au restaurant. Elle m'a menti. Je suppose que tu as bien entendu. Je l'ai simplement serrée dans mes bras et j'ai senti que j'avais envie de pleurer moi aussi. Je devinais qu'elle était finalement allée à ce rendez-vous. Je sais, ma chérie. Tout va bien se passer. Je sais. S'il te plaît, ne pleure pas, Beck. Tu me brises le cœur. Comment tout va-t-il bien se passer? Elle se redressa et me fixa,
ses larmes tristes se transformant en larmes de colère. Ma propre mère vient de me mentir. Elle est à un rendez-vous et elle a essayé de me le dire. Papa, que vas-tu faire? Je n'en ai aucune idée, dis-je. Beck, je suis désemparé. Je suis venu ici juste pour discuter avec toi, pour essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je n'aurais pas dû penser que tu me poserais des questions. Je ne voulais pas. Ce n'est pas de ta faute. Je t'ai demandé. Elle attrapa une boîte de mouchoirs, essuya ses yeux et se moucha. Elle me regarda, se laissa tomber par terre et s'allongea sur Davy. Il ronflait, mécontent d'être dérangé pendant sa sieste. Et après quelques minutes, elle s'est rapprochée de moi à nouveau, se blottissant contre lui. Câliner Davy me calme toujours, dit-elle. Te serrer dans mes bras me calme toujours, lui dis-je. Tu sens meilleur que Davy, rit-elle. Il sent un peu mauvais. Parle-moi, papa. D'où vient tout ça? Que se passe-t-il entre toi et maman? Que vas-tu faire? J'aimerais répondre à ces questions, mais je ne sais pas, je ne sais pas et je ne sais pas. Je suis choqué. Pendant 1 minute, elle est restée silencieuse. Nous devrions appeler Sylvia, dit-elle. Elle sortit son téléphone portable. Eh, Sile. Où es-tu? Eh bien, j'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Non, c'est très important. Je suis sérieuse là. D'accord. Je te verrai plus tard. Elle est à Straps, dit-elle. Straps était une boîte de nuit qu'elles aimaient. C'était à environ 10 minutes d'ici. Elle doit prendre un Uber. Nous avons mangé du popcorn et bu du vin, parlant doucement de ce qui pourrait se passer avec Collins. Sylvia est arrivée environ 20 minutes plus tard. Elle a accompli le rituel de Davy et est venue s'asseoir de l'autre côté de Beck. Sylvia était née 3 ans avant Beck, et elles avaient toujours été proches. Elles faisaient tout ensemble. Beck était aussi petite que sa mère, une petite lutine blonde. Sylvia était 4 pouces plus grande avec les cheveux et les yeux de sa mère, une version légèrement plus grande et plus sombre de sa mère. Elle nous a serrés tous les deux dans ses bras. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Quelle est l'urgence? J'étais à une fête. Il vaut mieux que tout aille bien. Beck la regarda incrédule. Ce n'est pas bon. Tu es défoncé? Sylvia rit. Eh bien, je t'ai dit que j'étais à une fête. J'ai eu 2 margaritas et un cocktail, d'accord? Va faire du café, papa, ordonna Beck. C'est sérieux, Sile. Le temps que je fasse du café et que Sylvia ait bu sa 2e tasse, Beck lui avait tout dit ce qu'il savait. Elle avait l'air un peu secouée. Papa, je sais qu'il y a plus à l'histoire, dit-elle. Es-tu sûr de ne pas nous dire quelque chose? Vous vous êtes disputés? Avez-vous des problèmes, tu sais, au lit? Nous nous disputons parfois, oui, dis-je. Pas plus que lorsque vous viviez tous les deux à la maison. Et maintenant que j'y pense, même moins. La plupart du temps, nous nous disputons à propos de vous deux. Beck me frappa dans le biceps. Et, je ris. Et non, aucun problème au lit que je sache. Et s'il y en a, je n'en ai pas et ta mère n'a pas dit un mot. Je dois lui parler, dit Sylvia. Tu dois lui parler, Beck. Surtout, tu dois lui parler, papa. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour lui parler? Peut-être aurais-je dû, j'admets. J'étais trop en colère. Jésus, les filles, vous n'avez pas vu avec quelle froideur elle me l'a annoncé. Beck me serra. Je sais, papa. Mais ça, il a raison. Je pense que nous devons tous lui parler, savoir ce qu'elle pense. Quand penses-tu pouvoir te ressaisir pour lui parler sans la perdre? Je ne sais pas, dis-je. J'espère que ce sera bientôt. Je ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Je vais aller au lac, essayer de me détendre suffisamment pour dormir, me lever demain et espérons-le, reprendre le contrôle de moi-même. Je viendrai avec toi, annonça Beck. Maintenant je vais chercher mon sac et une couverture pour Davy. Elle se dirigea vers sa chambre mais s'arrêta. Donne une cigarette à papa, dit-elle à Sylvia. Sylvia me regarda interrogativement. J'ai acquiescé et elle fouilla dans son sac, sortit un étui, me le tendit et le rangea. Je n'avais jamais été un fumeur assidu. Collins et moi fumions une fois tous les quelques jours. C'était un remède contre l'anxiété et j'avais l'impression d'en avoir besoin. Beck sortit avec son sac, mit de la nourriture pour chien dans le conteneur, prit les gamelles de Davy, je pris son lit et nous sommes allés au camion. Sylvia nous accompagna jusqu'à la sortie.
Nous avons jeté nos affaires à l'arrière du camion et étendu une couverture sur le siège arrière du camion. Je vais parler à ma mère demain matin, dit-elle. Beck, pourquoi ne pas essayer de savoir quand tu pourras lui parler? Tiens-moi au courant de ce qui se passe. Papa, ne fais pas de bêtises, d'accord? Peut-être, dis-je. Je suis un peu bête. Je vais essayer de ne pas faire quelque chose de super stupide. Sylvia nous a serrés dans ses bras, Davy est monté dans la voiture et nous sommes partis. En chemin, nous avons beaucoup parlé. Beck m'a interrogé en long et en large, me posant 1 million de questions, certaines auxquelles je pouvais répondre et d'autres non. Nous sommes arrivés à la maison du lac, avons emmené Davy au bord du lac et avons marché à côté de moi, Beck tenant ma main comme si elle l'avait tenue toute ma vie. Certaines choses n'avaient pas changé. J'étais content d'entendre ça. Davy a nagé un peu, nous lui avons lancé des bâtons, il a poursuivi des grenouilles et des écureuils et nous sommes rentrés. Il commençait à faire sombre maintenant et nous avons étalé nos affaires. J'ai regardé l'approvisionnement en alcool. Tu veux un mojito? Ai-je demandé à Beck. Délicieux, dit-elle. J'en veux. J'ai préparé 2 grandes portions, chacune avec 2 onces de rhum. Beck a allumé la cheminée et nous avons siroté nos boissons en discutant. Elle a allumé une cigarette et je me sentais assez détendu. Qu'en penses-tu, papa? Demanda-t-elle. J'ai quelques options mais tout dépend de ta mère, ai-je dit. Il faut que je te dise, Beck. Tout est assez compliqué. Je pense qu'elle pourrait me dire qu'elle a perdu la tête. Tout reprendre et puis on en est où? En thérapie, dit Beck. J'ai ri. Oui, une baguette magique. Je pense que j'essaierai. Et si elle est déterminée? Demanda-t-elle. En justice, je suppose, ai-je dit. Bien sûr qu'elle ne le veut pas. Comment pourrait-elle le vouloir? Aucune idée, ai-je dit. Tu es bien plus intelligente que moi, Beck. Tu vas bientôt devenir psychologue. Dis-moi ce qui pourrait pousser une personne à faire ce qu'elle fait. Je n'en ai vraiment aucune idée, dit-elle. Je connais la littérature. Les gens trompent pour se venger parce qu'ils ont des problèmes d'engagement, sont attirés sexuellement, se retrouvent dans des situations où ils sont mis ensemble à la recherche de quelque chose qu'ils ne reçoivent pas de leur partenaire principal. C'est probablement une combinaison de plusieurs facteurs. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne s'applique à ma mère. Je ne sais pas si c'est le cas, ai-je dit. Si c'est le cas et qu'elle a des reproches, tu penserais qu'elle me parlerait et me laisserait essayer de réparer ce qui ne va pas. Oui, on pourrait le penser, dit-elle. Je suppose que nous le saurons bientôt. Je vais lui parler demain, papa. Tu devras me ramener pour que je puisse récupérer ma voiture. Étonnamment, j'ai bien dormi. J'ai regardé des vidéos et occupé mes pensées jusqu'à m'endormir, laissant tomber mon téléphone. Je l'ai simplement éteint et me suis endormi. Je me suis levé, habillé, et sorti Davy dehors et il a erré autour des buissons pendant environ 1 heure. Quand nous sommes rentrés, Beck était déjà debout. Avons-nous quelque chose à manger, papa? Demanda-t-elle. Pas vraiment, ma chérie. Nous avons dû nous arrêter en chemin. Ce n'est pas grave, dit-elle. Tu peux m'emmener prendre le petit déjeuner. Je veux des pains perdus chez Gélise. D'accord. Nous avons laissé Davy à la maison. Il dormait surtout quand il s'ennuyait et avait pris un copieux petit déjeuner. Le sujet de conversation était des situations hypothétiques qui auraient pu se produire avant que nous décidions que nous en avions assez. Nous avons parlé de l'école, de mon travail, des dernières frasques de Davy et de comment se passait son stage. Nous sommes retournés chercher nos affaires, avons récupéré Davy, puis je l'ai ramené chez elle. Je suis retourné au lac, me suis assis sur le planeur sur le porche et j'ai regardé les bateaux se déplacer autour du lac. C'était solitaire. Collins me manquait et j'ai pensé au moment où nous étions assis comme ça, ne faisant rien d'autre que profiter d'être ensemble. Beck me manquait. Bon sang, je me contenterais même de Davy comme compagnon. J'ai décidé d'aller pêcher. J'ai pris le bateau et j'ai pêché dans les fourrés de cèdre, attrapant 6 belles crapets. Je les ai nettoyées et j'ai trouvé des frites surgelées pour les manger. Elles étaient délicieuses comme toujours. Quand j'ai décidé de rallumer mon téléphone, j'ai reçu des messages des 2 filles me demandant de venir chez Beck. Je me suis dépêché et elles étaient en train de manger de la pizza. Beck m'a apporté une bière et nous nous sommes assis au bar dans sa cuisine pendant qu'elle mangeait. Eh bien, j'ai parlé avec elle, a commencé Beck. Moi aussi, a dit Sylvia. Et moi aussi, ai-je ajouté. Tu n'aimeras pas ça, a dit Beck.
Elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse. Pas avec toi, bien sûr, mais avec sa vie en général. Elle pense qu'il lui manque de l'excitation, du défi. Un crétin qui possède une entreprise avec laquelle elle travaille souvent la drague. Elle aime le fait d'être courtisée, que les hommes la trouvent attirante. Elle veut pouvoir sortir en rendez-vous. Elle dit qu'elle t'aime et que tu peux sortir en rendez-vous si tu veux. Je suis resté assis 1 minute, digérant ses paroles. Sylvia, est-ce la même histoire que la tienne? Ai-je demandé finalement. Tout à fait, a-t-elle dit. Papa, je ne pense pas que ça durera longtemps. Elle va comprendre et ça lui passera. Mince, Sile. Tu ne te soucies pas de ce genre de choses? A explosé Beck. Je n'ai pas dit que ça me convenait. Elle s'est défendue. J'ai dit que je pensais que ça ne durerait pas longtemps. Elle passera à autre chose et les choses redeviendront normales. J'étais abasourdi. Que me conseilles-tu de faire en attendant qu'elle reprenne ses esprits? Ai-je demandé. Aime-la, sois patient, laisse-la se calmer, a-t-elle dit. Elle t'aime, papa. Elle traverse juste une crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça. Ou peut-être pas, a dit Beck. Ce sont des problèmes de la quarantaine, pas s'amuser avec d'autres mecs. Eh bien, quelles autres options as-tu? La divorcer? La mettre en cage? A demandé Sylvia. Je n'en ai aucune idée, ai-je dit. La divorcer est certainement une option. Non, ce n'est pas le cas, a insisté Sylvia. Mon Dieu, papa, ne te laisse pas emporter par ça. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre et vous le savez. Ne devrais-tu pas en parler à ta mère? Demanda Beck. Ne devrais-tu pas lui dire de ne pas paniquer? C'est du grand n'importe quoi, Sylvia. Tu prends parti pour elle et papa n'a rien fait. Rien du tout. Je ne prends pas parti, répondit Sylvia. Eh bien, c'est aussi un problème, n'est-ce pas? Beck commençait à s'énerver. Tu es censé prendre parti, pas jouer la carte de la patience. Patiente je suis. Elle est sortie avec un type louche, Sylvia. Tu sais très bien que c'est un salaud. Sinon, il ne draguerait pas une femme mariée. Et elle est une salope de le laisser faire. Et, essayons de calmer le jeu, j'ai essayé de détendre l'atmosphère. Mais il n'était pas intéressé. Alors, que veux-tu, Beck? Tu veux que nos parents divorcent? C'est de ça dont tu parles? Ce n'est pas ce que je veux, dit Beck. Ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce que papa veut. N'oublie pas, Sylvia, papa n'a rien voulu de tout ça. C'est maman qui le voulait et c'est à elle de réparer les choses. Je te le dis maintenant. Elle peut avoir ce qu'elle veut, mais tant qu'elle n'aura pas remis de l'ordre dans sa tête, elle devra prévoir que ma relation avec elle dépendra de ce que je veux. Et que veux-tu? Demanda Sylvia. Je veux la voir le moins possible et ne plus du tout l'entendre. Alors tu vas nous parler de ta relation avec notre mère? Je ne jette rien, Sylvia, et c'est ton problème. Tu ne peux pas voir ça. Tout ce qui s'est passé depuis que papa est rentré du travail hier soir est de la faute de maman. Chaque petite chose. C'est elle qui tire les ficelles. Et si tu ne peux pas voir ça, alors tu as le même problème qu'elle. Wow, prenez votre temps, les filles. Ne laissons pas les choses dégénérer. J'ai essayé de les prendre dans mes bras. Beck m'a laissé la tirer vers moi, mais Sylvia s'est retournée, a attrapé son sac et a filé par la porte. J'ai attiré Beck vers la fenêtre et nous avons regardé Sylvia monter dans la voiture. Les phares se sont allumés, puis se sont éteints. Elle est sortie et a commencé à faire marche arrière, puis s'est retournée, est remontée et est partie. Mon Dieu, je suis tellement en colère contre elle en ce moment. Beck était furieuse. Désolé, papa, mais c'était un tas de conneries. Elle s'est pressée contre moi et j'ai réfléchi un instant. J'ai soupiré, oui, c'est le cas, mais ce n'est pas une illusion de Sylvia, Beck. C'est une illusion de ta mère. Les enfants ne devraient pas être mis dans cette position. Je sais que vous êtes toutes les deux des femmes adultes, mais nous avions une famille spéciale, ma chérie. Toute notre vie tournait autour les uns des autres. Je suis plus proche de vous les filles que de n'importe quel père que je connaisse. Vous avez toujours eu une excellente relation avec votre mère. Vous ne devriez pas être au milieu de cette merde et Sylvia non plus. Je suis désolé pour ça. Papa, ce n'est pas de ta faute, dit-elle. Tu as raison, c'est la merde de maman, mais Sylvia, qui agit comme si ce n'était pas grave et qu'il suffit d'être patient, c'est de la merde aussi. Ne brûlez pas les ponts, dis-je. Laisse-moi lui parler. Je vais essayer de trouver une solution. Je t'aime tellement, Beck.
Je ne veux pas que tu souffres plus que tu n'as déjà souffert, elle m'a serré fort dans ses bras. Je te fais confiance, papa. Je vais juste t'attendre et voir ce qui se passe. Reste près de moi, d'accord? Toujours, je lui ai assuré. Il était temps de mettre le lion dans ma barbe. Je ne pouvais pas remettre à plus tard, ne pouvais pas vivre dans l'incertitude. Quand je suis arrivé au garage, sa voiture était garée là. Je suis resté assis 1 minute en essayant de trouver un centre calme, puis je suis entré. Mon estomac me donnait l'impression que j'allais avoir des brûlures d'estomac, alors je suis rentré et j'ai pris un verre de lait pour le calmer. Collins était dans son bureau et est sortie quand elle m'a entendu. Elle avait l'air aussi mal en point que moi probablement. « Salut », ai-je dit. « Je suis content que tu ailles bien et que tu sois de retour. » Elle m'a regardé intensément. « Collins, je suis loin d'aller bien », je lui ai dit. Elle semblait penser. « Je sais. Je voulais juste me protéger. » « Tu veux parler ?» J'ai hoché la tête. « Ici ou dans le salon ?» a-t-elle demandé. « Autant être confortable », ai-je dit. Elle a acquiescé, s'est servi un jus, et j'ai attrapé une boîte de biscuits au blé. Je l'ai suivie dans le salon et nous nous sommes assis sur le canapé. Il y avait environ un pied entre nous, ce qui était inhabituel car elle voulait toujours se blottir contre nous. Il devait y avoir une ambiance hostile qui émanait de moi. Je me sentais définitivement hostile. « Je veux m'excuser auprès de toi, Barnes », a-t-elle dit. Je réalise que j'ai tout fait de travers, très mal. J'ai levé la main. « Collins, si tu penses que la mauvaise gestion est un problème, alors nous perdons notre temps. » Elle avait l'air confuse. « Je ne comprends pas. Laisse-moi être aussi clair que possible, » ai-je dit. Il n'y a aucun moyen possible que tu aurais pu gérer en me disant que tu allais à un rendez-vous qui aurait atténué le fait que tu prévoyais d'aller à un rendez-vous. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire, a-t-elle dit. D'accord, tu m'as écouté, alors vas-y. Fais-moi comprendre. Par gérer, je veux dire que j'aurais dû prendre le temps d'expliquer ce que je faisais pour que le simple fait que je le fasse soit tolérable pour toi. Tu aurais dû être un sacré sorcier pour y arriver, ai-je dit. Tu as soudainement découvert que tu as des pouvoirs magiques? Elle a souri. Pas tout à fait magique, mais presque, a-t-elle dit. J'ai écarté les mains. Tu as la parole, mademoiselle. Le feuille, je veux juste que tu y réfléchisses, Barnes. Quel âge avons-nous? J'ai 48 ans et tu es un ancêtre, 49 ans, ai-je dit. Elle a ri. Oui, et je sens chacune de ces années. Pas dans le sens physique. Je pense que nous sommes tous les deux en meilleure forme maintenant que nous ne l'avons jamais été, et physiquement je me sens avoir 25 ans. C'est mental, émotionnel. Te souviens-tu quand nous avions 25 ans, Barnes? Oui, je me souviens de tout. Moi aussi. Je me souviens de me sentir vital, vivant, comme si la vie regorgeait de possibilités infinies, comme s'il n'y avait rien que nous ne puissions accomplir. Tout scintillait, nous étions lumineux, les couleurs étaient primaires, l'amour était une découverte nouvelle chaque jour. Te souviens-tu? Oui. Pense à nos vies maintenant, a-t-elle dit. Je connais chaque étape du chemin. Nous nous levons le dimanche pour commencer la semaine. Nous pouvons aller à l'église ou faire la grasse matinée, nous pouvons faire l'amour, passer la journée à préparer le dîner, tu peux regarder du football, et nous pouvons choisir un film. Toutes ces choses, nous les avons faites 1000 fois. D'accord, tu as raison à ce sujet. Le lundi, nous nous levons et allons travailler. Nous rentrons à la maison et faisons la même chose que nous avons faite 1000 fois. Les jours se fondent en semaines, les semaines en années, les années en décennies. J'ai l'impression que nous faisons juste toutes les activités. Je comprends tout cela, ai-je dit. Je pense que la différence est que j'aime faire les choses que nous avons déjà faites 1000 fois. Je veux les refaire 1000 fois de plus. C'est pourquoi nous continuons à les faire, parce que nous les aimons. Si nous ne les aimions pas, nous ferions autre chose. C'est exactement ce que je veux dire, dit-elle. J'aime aussi faire ce que nous faisons. Je veux compléter cela, faire quelque chose de nouveau, retrouver un peu de la joie d'être surpris par la vie. Je veux continuer à grandir, à explorer de nouveaux horizons. Je vois. Pourquoi penses-tu que je ne veux pas faire quelque chose de nouveau? Apparemment, tu penses que nous ne pouvons pas faire ces choses ensemble. Je pense que nous pourrions les faire ensemble, dit-elle. Je t'ai dit que je vais à un rendez-vous, et quand je rentrerai, je te raconterai tout. Partager mes expériences avec toi. Tu pourrais faire de même, Barnes.
Je pense que ta vision du « ensemble » et la mienne sont assez différentes, dit-elle en fronçant les sourcils. Que veux-tu dire? Laisse-moi être très clair. Quand je dis « ensemble », je veux dire toi et moi. Dès que tu introduis quelqu'un d'autre, le test du « ensemble » est un échec. Elle réfléchit un moment. Depuis combien de temps n'as-tu pas passé du temps seul avec une femme autre que moi? Eh bien, je suppose que tu veux dire autre que les filles ou d'autres membres de la famille. Je pense que cela remonte à 6 mois. Tu te souviens quand nous sommes allés à Kansas City avec Amber? Nous avons rencontré les représentants des télécommunications. Elle hocha la tête. Je connais assez bien Amber. Dis-moi, Barnes, y a-t-il de la tension entre vous deux? Pas à ma connaissance, ai-je dit. Je veux dire, je sais qu'elle est une femme. Elle est magnifique, tu le sais, mais je suis marié, 10 ans plus âgé qu'elle, et nous ne flirtions pas si c'est ce que tu veux dire. Nous avons une très bonne relation professionnelle. Nous sommes amis, et je n'essaie pas d'être autre chose. Eh bien, tu l'as dit toi-même, elle est magnifique. Elle est célibataire, Barnes. Et si tu l'invitais à dîner et que vous décidiez ensuite de sortir en soirée, d'aller dans un club, de danser ensemble? Est-ce que ce serait excitant? Tenir toute cette beauté dans tes bras, est-ce que cela ferait démarrer ton moteur? Peut-être. C'est pourquoi je ne le fais pas, ai-je dit. Pourquoi pas? Demanda-t-elle. Parce que je suis marié à toi, je lui ai dit. Je ne me mets pas dans une situation où mon moteur démarre pour quelqu'un d'autre que toi, et si j'étais d'accord avec cela, demanda-t-elle. Peu importe, ai-je dit. Cela ne me conviendrait pas. Elle soupira. Je serais d'accord avec ça. Peut-être que, il y a 10 ans, je n'aurais pas fait ça. Je suis plus mature maintenant. Je le supporterai, et je pense que tu devrais supporter que je fasse de même. C'est ça le problème, je lui ai dit. Non, ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé, Collins. Tu m'as promis, je t'ai promis. Si tu veux partir, c'est bien. Eh bien, ce n'est pas génial, mais c'est comme ça. Si tu es déterminé, je ne peux pas t'en empêcher. Je ne contrôle que moi-même. Je ne veux pas partir, dit-elle. Je veux être plus libre. Je veux être spontané, vivre des aventures et les vivre, mais sans quitter la maison. Tu vas le faire peu importe ce que je ressens à ce sujet? Elle soupira à nouveau. Je ne sais pas, Barnes. J'ai tendance à dire oui. Le fait que tu penses cela, que tu aies tout planifié dans ta tête, que tu en parles si aisément, me dit beaucoup de choses, lui dis-je. Tu n'as pas communiqué avec moi. Tu me l'as caché depuis un moment. Qu'est-ce d'autre que tu as caché? Et puis il y a ta petite manœuvre de vendredi soir. Désolé, je n'aurais pas dû faire ça. J'étais en colère contre toi de partir alors que je voulais en parler. C'est absurde, Collins. C'est un mensonge éhonté. Tu as planifié cela bien avant vendredi et tu avais l'intention de partir avant même de m'en parler. En parlant de mensonges, tu as aussi menti à Beck. Tu sembles être plutôt doué pour ça. J'ai craché ma colère et mon amertume. Je t'avais dit que j'annulerais et que nous pourrions en parler. Le reste des conneries, elle les a habilement évitées. J'en ai assez de ces bavardages. D'accord, tu as eu ta chance pour gérer, dis-je. Ma position n'a pas changé. Ce n'est pas une question de trouver la bonne façon de me toucher. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. Ce qui importe, c'est que tu l'as fait, que tu prévois d'en faire plus, et que tu veux le faire. C'est tout ce qui importe. Je ne te contrôle pas, mais je me contrôle moi. Je vais juste rassembler mes affaires et te laisser faire. Qu'est-ce qui se passe, Barnes? Ce n'est pas ce que je veux, protesta-t-elle. Je ne le ferai pas. Mais tu le voudras, dis-je. En ce moment, je n'ai aucune confiance en toi. Tu m'as déjà plus ou moins dit que tu me trouves ennuyeux, que tu as besoin d'excitation dans ta vie, de couleurs primaires et tout ça. Même si tu ne fais rien, je saurai toujours que tu penses cela. Et tu ne pourras pas me convaincre que tu ne ressentiras pas de ressentiment à rester coincé dans une vie ennuyeuse. Nous voulons des choses différentes, Colin, alors passons à autre chose. Je descendis au sous-sol, pris mes bagages, les portai dans la chambre et commençai à les emballer. Je pris tout ce dont j'aurais besoin pour une semaine environ. Plus tard, je pourrais revenir chercher ce que je voulais. Elle marchait à côté de moi, me disant qu'elle ne voulait pas ça, que nous arrangerions les choses, mais je n'écoutais pas. Je mis tout dans le camion et elle essaya de contourner pour monter. Heureusement, la porte était verrouillée. Elle se tenait dans l'allée alors que je m'éloignais en conduisant. C'était une vue déprimante.
Je l'aimais et j'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mon cœur et de mon âme. Je ne voyais tout simplement pas de solution. Cette fois, je me suis souvenu de m'arrêter à l'épicerie. Cela m'a changé les idées pendant un moment. Le voyage jusqu'au lac m'a ramené tout cela avec une vigueur renouvelée. J'ai mis un podcast, mais au moment d'arriver, je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. J'ai pris mes affaires dans la maison et les ai posées en étant dans le brouillard. Il m'est venu à l'esprit que je devrais parler aux filles, mais j'étais mentalement et émotionnellement épuisé. Je n'avais tout simplement pas l'énergie. Comme il s'est avéré, je devais encore le chercher. J'étais assis là depuis environ 1 heure lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé, c'était Sylvia. J'avais des affaires à régler. « Salut, chérie, ai-je dit. Où es-tu, papa ?» demanda-t-elle. « Je suis au lac, ai-je dit. Et toi ?»« Je suis chez toi, dit-elle. Ma mère m'a appelé et m'a demandé de venir. J'ai reçu une notification d'appel. C'était Beck. Attends 1 minute, c'est Beck qui appelle, ai-je dit. J'ai répondu et dit que je la rappellerais, que j'étais au téléphone avec Sylvia. Elle a accepté et j'ai rappelé Sylvia. Salut, je t'avais dit que je te rappellerais. Je suis content que tu sois là avec ta mère. Elle est en détresse totale, papa. Tu devrais être là avec elle, pas moi. Je sais, ai-je dit. Sylvia, c'est une conversation difficile. Es-tu sûre de vouloir en parler au téléphone? Elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Non, je suppose que non. Tu reviens? Non, je ne vais pas revenir, chérie. Je t'expliquerai tout ça quand je te verrai, d'accord? Non, ce n'est pas bien, mais je suppose que c'est comme ça, dit-elle. Papa, je dois travailler. Je ne peux pas rester ici. Je resterai ce soir, mais je suis vraiment occupé au travail. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ta mère travaille aussi, ai-je dit. Ce n'est pas ton souci, Sylvia. Fais ce que tu as à faire. Elle a soupiré et j'ai senti qu'elle était très contrariée. Je suis tellement désolé, Sylvia. Je sais que c'est dur pour toi. Je t'aime quand même. Tu es mon premier enfant et tu seras toujours spécial pour moi. Elle a soupiré en répondant, je t'aime aussi, papa. Au revoir. Je me suis ressaisi et j'ai rappelé. Salut, chérie. Tu vas bien, papa? Demanda-t-elle. Ça ira, ai-je dit. Et toi, ça va? Pareil, dit-elle. Je suppose que tu es au lac? Oui. Tu veux sortir et je te raconterai ce qui s'est passé? Ouais, je suis prête, dit-elle. Tous les cours de cette semaine sont en ligne, mais je dois travailler mercredi et jeudi. Puis-je passer cette semaine? Tu n'as pas à demander. Je passerai chaque seconde avec toi, lui dis-je. Je sais, dit-elle. Je serai là dans 1 heure environ. J'ai un dîner qui m'attend, ai-je dit. Je mettais de la nourriture sur le comptoir quand j'ai entendu la porte coulissante de la véranda s'ouvrir et les griffes de Davy cliquer en me cherchant. Il était nez à nez avec la nourriture et j'ai dû m'arrêter pour lui donner un peu d'amour. Je lui ai donné la graisse. J'ai découpé les côtelettes de porc et je me lavais déjà les mains quand Beck m'a serré dans ses bras par derrière. J'ai essuyé mes mains et les serré à mon tour. Ça sent bon, dit-elle. Non, Davy. Elle a pris des serviettes en papier et a essuyé la salive de sa bouche. Il s'est installé derrière les tabourets de bar et nous avons commencé à manger. C'était délicieux. Je pense que ça ne s'est pas bien passé, dit-elle. Non, elle avait toutes sortes d'explications. Tout se résumait au fait qu'elle s'ennuyait et voulait redevenir enfant. D'accord, elle a roulé des yeux. Dis-moi quelque chose, ai-je dit. Si tu étais dans ton rôle en voyant ta mère comme une cliente, que dirais-tu qui ne va pas chez elle? Je ne considérerai jamais elle ou quiconque avec qui j'ai une relation personnelle comme une cliente, dit-elle. Si quelqu'un que je ne connais pas venait me voir avec son histoire, je dirais qu'il est déprimé car il voit son âge de transition. Il n'y a pas de crise de la quarantaine, tu sais. Je ne le savais pas, ai-je dit. Je pensais que c'était quelque chose. J'en entends parler tout le temps. Oui, les films et les livres l'ont rendu si populaire que tout le monde pense que c'est réel, dit-elle. Ce n'est pas un diagnostic. C'est une période de transition, et certaines personnes prennent conscience de leur mortalité, commencent à se sentir comme si elles avaient un nombre fini d'années au sommet de leur vie, se dépriment, commencent à faire des choses stupides pour maintenir l'illusion qu'elles sont immortelles. Waouh! Qui aurait pensé ça, dis-je. Mon bébé est si intelligent. Elle m'a souri. Oui, je le suis, et n'oublie pas.
Penses-tu qu'elle devrait voir un thérapeute, ai-je demandé. Je sais, et je lui dirai, mais je ne m'impliquerai pas, dit-elle. Je comprends. Je souhaite que tu ne sois pas aussi épris que tu l'es en ce moment. Je suis vraiment désolé pour ça. Ce n'est pas de ta faute, dit-elle. Je sais que tu te sens mal pour moi. Je me sens mal pour toi aussi, mais nous surmonterons cela, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas d'autre choix, dis-je. Sylvia est arrivée mardi soir, Beck a préparé de la salade de pommes de terre, et j'ai grillé des hamburgers. Nous nous sommes assis à table sur la véranda et avons mangé en discutant. Papa, maman est un désastre, a dit Sylvia. Oui, à peu près la même chose, je lui ai dit. Que vas-tu faire, a-t-elle demandé. Elle veut que tu rentres à la maison. Elle a promis qu'elle oublierait tout ça. Elle voit les dégâts qu'elle a causés et elle est désolée. Oui, je suis sûr que c'est en quelque sorte le cas. Que veux-tu dire en quelque sorte? C'est difficile à expliquer, ma chère, mais j'essaierai. Je veux aussi l'entendre, a dit Beck. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit. Les filles, voulez-vous un verre? Qu'est-ce que tu as? A demandé Sylvia. J'ai de quoi faire des palomas, ai-je dit. Miam, a dit Beck. J'en veux. Sylvia en voulait aussi et j'ai rassemblé mes pensées en les mélangeant. Nous nous sommes installés confortablement et j'étais aussi près que possible. Sylvia, tu sors toujours avec ce machin, comment s'appelle-t-il? Connard, a répondu Beck. Sylvia a ri. Non, j'ai réalisé que c'est un crétin. J'ai un nouveau petit ami que j'ai rencontré ici il y a un mois environ. Son nom est un abruti. Son nom est Richard. Oh mon Dieu, Dick. Ils riaient tous les deux hystériquement. Ils marchaient sur mes talons. J'ai essayé à nouveau. Eh bien, supposons Dick. Ils se sont tus à nouveau. Richard, d'accord? Richard. Supposons que Richard t'ait dit que tu es ennuyeuse, Sylvia. Comment te sentirais-tu à ce sujet? Pas très bien, a-t-elle dit. Je ne suis pas ennuyeuse. Non, ce n'est pas le cas, mais c'est ce qu'il semble penser. Que peux-tu dire? Peux-tu contester ce que quelqu'un ressent? Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, a-t-elle dit. Eh bien, Beck, tu n'aimes pas les raisins. Sylvia, tu n'aimes pas la noix de coco. C'est ce que vous ressentez. Vous vous sentiriez différemment si je vous disais que vous aimez les filles? Non, a dit Beck. Et je vois un peu où tu veux en venir. Maman t'a vraiment dit que tu étais ennuyeuse avec ces mots? Non. Je ne peux pas la citer exactement. Je me souviens de certains mots. Elle a dit un tas de conneries. Merde, a dit Beck. Nous sommes des adultes, papa, a dit Sylvia. Je ne veux pas te choquer, mais je jure un peu. Quel est ton gros mot préféré? Beck a éclaté de rire follement. Arrêtez, vous deux, les ai-je réprimandés, ce qui les a fait éclater de rire. Elle m'a demandé si je me souvenais de ce que nous étions à 25 ans. De ce que c'était pour vous les filles. Elle avait toutes ces paroles élogieuses sur combien c'était génial, combien nos vies étaient excitantes, combien tout était nouveau et lumineux. Elle a dit qu'elle avait l'impression que nous étions dans une routine, à faire la même chose encore et encore. Et elle voulait retrouver cette excitation. Tu le ressens, papa? A demandé Beck. Probablement un peu, ai-je dit. Je sais que je n'ai plus 25 ans. Je lui ai dit que j'aimais ce que nous faisions. Sinon, je ferais autre chose. Je ne vois rien de mal à ça, a dit Sylvia. Qu'a-t-elle dit? Elle voulait faire des choses différentes, ai-je répondu. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas faire des choses différentes avec moi. Elle veut les faire avec d'autres hommes. Elle aime être courtisée. Elle aime sentir que les hommes la désirent, donc elle va sortir avec eux. Et si les choses fonctionnent, faire des choses avec eux. Mon Dieu, a dit Beck. Comment gérer cela, leur ai-je demandé. Puis-je lui dire qu'elle a tort? Elle ressent ce qu'elle ressent, et on ne peut pas discuter des sentiments. Est-ce que toute l'excitation et l'énergie qu'elle dit lui manquer vont apparaître comme par magie? Non, ce n'est pas le cas, a dit Beck. Chérie, réfléchis-y, ai-je dit. Crois-tu vraiment qu'elle ait eu une révélation vendredi? Qu'elle ait soudainement eu une épiphanie et se soit arrangée pour sortir avec un gars? Non, a-t-elle dit. Où veux-tu en venir? Je te dis, elle y pense depuis longtemps, ai-je dit. M'a-t-elle dit quelque chose? Elle n'a pas dit un mot. Tu comprends? Je sais, a dit Beck. Moi aussi, a ajouté Sylvia. Papa, si elle va voir un thérapeute, reçoit des conseils, change d'avis sur ce qu'elle ressent. Penses-tu que vous pourrez arranger les choses?
J'ai secoué la tête. Sylvia, elle pensait pouvoir me contourner. Elle aurait pu simplement annoncer qu'elle allait à un rendez-vous, et j'aurais été d'accord. Te rends-tu compte à quel point c'est irrespectueux? Elle s'est enfoncée dans le fauteuil. Oui, je sais, papa. Je suis vraiment désolé. Et si elle était désolée? Penses-tu que c'est vrai? Ai-je demandé. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir pu mieux me le dire, pas qu'elle était désolée de le faire. Je vais lui parler, a dit Sylvia. Beck, tu m'aideras? Si j'obtiens son consentement, lui donneras-tu une recommandation pour un bon thérapeute? Je le ferai, a dit Beck. Si elle demande de l'aide, je serai là pour elle, Sile. Je ne m'immiscerai pas dans sa vie à moins qu'elle ne le demande elle-même. Elle doit le vouloir elle-même, ne pas être forcée d'accepter de l'aide. Sylvia est partie très contrariée. Je n'aimais pas ça, mais elle nous a serrés dans ses bras et a dit qu'elle nous aimait et reviendrait toujours. Beck entretenait en effet une relation quelque peu froide avec Collins, mais au fil des semaines, elle en parlait rarement. Je recevais régulièrement des rapports détaillés de Sylvia. Collins rejetait toute pensée de thérapie, bien qu'elle ait mentionné qu'elle ne serait pas contre un conseil en couple. J'ai demandé à Beck ce qu'elle en pensait, et elle a décidé que c'était futile. Elle sentait que tant que les causes sous-jacentes du mécontentement de Collins n'étaient pas traitées, tout conseil ne ferait que masquer ses sentiments ou essayer de me convaincre d'accepter ce qu'elle voulait. « Es-tu prêt à le faire ?» demanda Beck. « Non. Je ne suis pas intéressé par d'autres femmes et encore moins par le fait de la partager avec d'autres hommes, dis-je. » Sylvia était là et elle posa une question intéressante. « Es-tu sûr, papa ? Et si tu le considérais comme une petite pause du mariage et que tu te laissais tenter par des filles séduisantes pendant un moment? Une fois que maman se sera débarrassée de son problème, tu pourras revenir à la normale. » Puis-je? Demandai-je. Et si dans 2 ans, ou 5, ou 10, elle s'ennuie à nouveau? De plus, je ne connais aucune fille séduisante avec qui coucher même si je le voulais, et je ne le veux pas. Tu ne vois pas de filles séduisantes qui attendent dehors? Peut-être que je devrais aller vérifier. Ils rirent tous les deux. À moins que tu ne travailles avec elles ou qu'elles ne soient des cambrioleuses et qu'elles ne s'introduisent, tu n'en rencontres pas, dit Beck. Tu as l'air en très bonne forme pour ton âge, papa, dit Sylvia. Si tu cherchais, je doute que tu aurais des problèmes. Je ne suis pas intéressé, dis-je. Non, Sylvia, je ne peux tout simplement pas. Je n'en suis pas capable. Es-tu déçue? En quelque sorte, oui, dit-elle. Je déteste quand toi et maman n'êtes pas ensemble. D'un autre côté, je dois te respecter. Tu te connais. Tu as des principes et tu t'y tiens. Merci pour ça. Fin de la partie 1. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône cloche pour être informé de la suite de l'histoire. Merci.